Les routes de la soie, c'est une façon de fêter chez nous les 50 ans d'Explorator. 50 ans d'Explorator, de voyage, de découverte, hein, nature, culture, rencontre avec les populations. Et la route de la soie, c'est en quelque sorte un peu la, la quête emblématique de nos voyages. Pendant 35 siècles, les routes de la soie ont été le véhicule des idées, des marchandises, des commerces, des échanges, et c'est un peu le but de notre quête. À cette occasion, donc, nous avons créé, je le dis pour mémoire, parce qu'évidemment, dans les conditions actuelles, il est hors de question d'imaginer de lancer un voyage dans les mois qui suivent, mais nous avons décidé de créer un voyage de 50 jours de Siane à Istanbul, aller-retour Paris-Paris, hein, qui permettra donc de remonter l'une des nombreuses routes de la soie. Parallèlement à ce voyage, hein, qui vraisemblablement ne se tiendra pas en 2021, mais quoi qu'il arrive, il se tiendra. Et dans les mois qui suivront, la réapparition de la vie normale après que Madame la Covid aura bien voulu disparaître. Nous accompagnons ce voyage autour des routes de la soie, sur les routes de la soie, d'un cycle de conférences, de 6 conférences. Nous avons déjà eu une première conférence qui s'est tenue en janvier. Nous abordons la deuxième avec Emmanuel Véron. Le thème de cette conférence, c'est les peuples de la route de la soie, confluence des empires et mosaïque ethnique. On sait que les routes de la soie ont rassemblé, permis de se rencontrer de multiples populations qui ont eu chacune la possibilité d'échanger plein de choses. Et ce large éventail de peuples permet également de mieux comprendre les enjeux politiques de notre siècle. Car il y a une continuité historique géopolitique, et ce n'est pas tout à fait par hasard que, par exemple, le président Xi Jinping veuille ressusciter les routes de la soie dans son projet pharaonique. Et à tout cela, c'est tout ce que je viens d'évoquer rapidement, eh bien, c'est Emmanuel Véron qui va vous l'exposer. Emmanuel est un docteur en géographie, spécialiste de l'Asie et plus particulièrement de la Chine. Il a enseigné la géographie et la géopolitique de la Chine à l'INALCO, ainsi que les relations internationales et la géopolitique à l'école navale. Il est également délégué général du fonds de dotation Bruce Del Aquila. Il intervient dans diverses universités et écoles et conseille des entreprises et des institutions. Et ce n'est pas la première fois pour ce qui concerne Explorator qu'il intervient. Il a été à l'origine de quelques conférences qui se sont tenues rue Daniel Casanova, et c'est bien volontiers que nous l'accueillons et que je lui cède tout de suite la parole. Merci beaucoup Hervé. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Ouais, c'est parfait, merci Gwen. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vois que nous sommes très nombreux. Je suis très honoré de votre présence. Nous sommes 200 participants, c'est super. Un grand merci à Hervé Tribolas-Pierre et à toute l'équipe d'Explorator pour l'organisation du cycle de conférences et plus particulièrement la conférence de ce soir, sur un thème que nous avons retenu effectivement de fédérateur sur un voyage de 50 jours des routes de la soie. Alors le sujet de ce soir et la petite histoire que je vais vous raconter modestement met en avant les différentes populations, la convergence des projections géopolitiques des empires à travers le temps, à travers à peu près 2000 ans d'histoire, sur un axe géographique assez pluriel, allant de l'Asie orientale aux rives de la Méditerranée. Donc, finalement, on a un axe géographique, stratégique et humain qui a vu se
structurer les plus grandes civilisations de ce monde, ou parmi les plus grandes civilisations de ce monde, qui a vu se croiser les plus grandes civilisations de ce monde et qui a donné une mosaïque des populations, une mosaïque ethnique, un camailleux extrêmement fin et composite de production artistique, de production littéraire, intellectuelle, mais également de grandes rivalités, de zones test finalement, en quelques points qu'on verra et qu'on nommera des comptoirs ou des oasis sur les axes que l'on appelle des fameuses routes de la soie. Alors, quand on parle de route de la soie, naturellement, on a en mémoire la convergence des populations, le brassage des populations, le flux et le reflux des organisations politiques sur 2000 ans d'histoire. Mais on a, comme vous l'avez sur la diapo en bas, différentes formes artistiques représentant ces axes de circulation, ces caravanes, ces caravaniers, transportant différents produits, et notamment de la soie. Vous l'avez ici en sinogramme, ce Choujebou, c'est-à-dire littéralement les routes de la soie. D'ailleurs, cette tapisserie est quelque chose qui est une création moderne, inspirée du passé, complètement inspirée du passé, et qui finalement est un objet assez exotique. Quand on regarde, si vous voulez, la composition ethno-linguistique de la zone Asie centrale aux portes occidentales de la Chine jusqu'à la Turquie. Excusez-moi, j'entends un peu. Est-ce que tout le monde peut couper son micro si possible? Bon. Quand on regarde une cartographie, comme vous l'avez sous les yeux, de la répartition des différentes familles de langues et d'ethnies, on retrouve quelque part les grandes trajectoires linguistiques et ethniques de l'ensemble eurasien, de l'ensemble eurasiatique. Et cette carte qui est extrêmement élaborée, et c'est pour ça que je l'ai mise dès le début de ma présentation en introduction, montre cette grande diversité, cette grande complexité, et qui est finalement une des résultantes, si vous voulez, de l'immense brassage sur au moins 2 millénaires de flux et de reflux, de brassage de population des différents empires et des différentes convergences à la fois politiques et différentes convergences de brassage de population. Quelques exemples, vous avez des groupes plutôt indiens, Punjabi, Jati, Marawi, etc., de choses comme ça, des populations turques, turcophones, des populations de trajectoire linguistique indo-européenne ou persanophone iranienne. Vous avez bien évidemment la trajectoire turco-mongole. Vous avez naturellement des populations plutôt slaves dans les groupes indo-européens. Cette cartographie extrêmement composite, extrêmement compliquée, témoigne non seulement du brassage des populations, mais également de la fixation dans un temps relativement long de populations et que l'on retrouve à travers ces groupes ethno-linguistiques très anciens, plurimillénaires. Quand on revient de la géographie pure et que l'on observe les itinéraires classiques dits des fameuses routes de la soie, finalement, on est sur une géographie qui est réduite à l'essentiel, à savoir quelques points de passage. Et finalement, l'histoire des routes de la soie, l'histoire de ce brassage de population, l'histoire de la fixation et du mélange des populations va se synthétiser autour de quelques points de passage entre la Chine, les régions arides, semi-arides, voire très arides de l'Occident chinois, l'arrivée en Asie centrale, et puis la traversée de l'Iran, l'actuel Iran, jusque dans le bassin de l'Asie mineure, entre le Tigre et l'Euphrate, jusqu'aux portes de la Méditerranée. Quelques points de passage qui vont participer, si vous voulez, à l'organisation du peuplement, et notamment de l'extrême hétérogénéité de la densité des peuplements. La grande majorité des régions traversées par les axes des routes de la soie sont quasi vides, ou quasi vierges, quasi vides d'hommes. Finalement, les routes de la soie viennent structurer une succession de points de relais, comptoirs et d'oasis. Et c'est à travers la jonction d'un point à un autre, d'une cité à une autre, qu'on va pouvoir tracer, qu'on va pouvoir écrire les itinéraires de ces quelques routes de la soie. La géographie a toute son importance, l'aridité est finalement très structurante, et dès que l'on retrouve
une configuration physique plus favorable, berceau de l'agriculture, sédentarisation, notamment avec les grands fleuves. Je pense là effectivement à l'actuel Irak, Tigre et Euphrate. On retrouve des fortes densités de peuplement, des foyers de civilisation extrêmement féconds, extrêmement élaborés, qui seront au cœur de ce que nous allons voir après, de la structuration plus ou moins éphémère des fameux empires le long et autour des routes de la soie. Un zoom sur ces quelques points de passage. Regardons la configuration physique entre la partie occidentale de la Chine, le grand désert d'abri du Taklamakan, qui est un désert en altitude, enserré par les grandes montagnes de la poussée himalayenne. Vous avez les fameuses Kulmun ou les fameuses Tian Shan au nord et au sud. Et puis, les quelques ouvertures et points de passage en direction de l'Asie centrale, à plus basse altitude, puis de nouveau des reliefs qui structurent les axes et les voies de communication jusqu'au sud de la mer Caspienne, en direction du Caucase et du bassin méditerranéen ou de l'actuelle Turquie. Quand on parle de route de la soie, probablement qu'il y a des origines dans la commercialisation et finalement un sujet qui est essentiel pour nous ce soir, celui des contacts entre les empires établis depuis plus de 2 millénaires, initiés par la Chine. Un commerce qui est initié par la Chine et probablement à l'issue de la constitution de ce qui sera la fabrique impériale chinoise, au moment de l'unification de l'empereur jaune et les dynasties qui suivront, d'un commerce qui serait initié par l'empereur chinois avec des mandataires, finalement, et on le verra tout à l'heure, une articulation plus diplomatique que commerciale, une articulation plus diplomatique, voire stratégique que commerciale, ou en tout cas, l'un ne fait pas l'économie de l'autre. On est sur un réseau ancien de routes commerciales qui a vécu très diversement et de manière assez intense entre moins 200 et grosso modo le 14e, 15e, voire 16e siècle, si on est un petit peu ambitieux, et qui avait cette structuration initiale dans les circulations de différents produits, la soie notamment, mais pas uniquement, entre l'ancienne capitale de la paix durable, à savoir Chang'an, l'actuelle Xi'an, et puis la ville d'Antioche ou de Tyr, etc., dans la Syrie médiévale, la Turquie d'aujourd'hui, ou sinon la partie Méditerranée orientale. On parle de la soie, mais naturellement, il y a bien d'autres produits, et je ne mords pas sur une conférence prochaine que nous aurons de Régis Bello qui accentuera la dimension produit, circuler et échanger le long des routes de la soie. Et ce qu'il faut retenir, je crois, dans cette introduction, c'est la question de la prospérité, de l'apparition de la prospérité, puis du déclin des routes de la soie au regard du brassage des populations. C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. On l'a dit, probablement, et en tout cas l'histoire des routes de la soie est très fortement articulée à la fabrique du territoire impérial chinois. L'histoire des routes de la soie est très articulée à la fabrique du territoire impérial chinois. Et notamment, à l'issue de la dynastie Qin, Qin Shi Huangdi, le fameux empereur jaune, moins 221, l'unification de la Chine, les premiers ferments civilisationnels et politiques de la construction du territoire impérial avec des valeurs confucéennes et l'idée d'un autocentrage et d'un développement plutôt continental que maritime, va perdurer, se structurer avec les dynasties qui suivront, et notamment la suivante, la dynastie Han. La dynastie Han, parmi ces hommes de référence à la fois diplomates, stratèges et militaires, sinon espions, un certain Zhang Qian, qui est un personnage manifestement très important dans l'histoire et dans l'historique des routes de la soie et des premiers contacts entre les peuples de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'Extrême-Orient, l'Asie centrale, voire l'Asie mineure jusqu'à l'Empire romain. Ce Zhang Qian est un officier du palais impérial à Xi'an pendant la période de la dynastie Han. Il y a eu des déplacements de capitale, mais à ce moment-là, la capitale était en plein cœur de cette Chine unifiée dans l'actuelle Xi'an. Ce Zhang Qian va être missionné par l'empereur pour effectuer un certain nombre de missions diplomatiques, de reconnaissance
et de prise de contact avec des populations au-delà du monde civilisé chinois, à savoir le véritable monde, le centre du monde, en direction, vous l'avez sur la carte, en direction dans une province que l'on appelle aujourd'hui le Gansu, qui est une forme de province corridor, en direction de l'ouest, et des populations notamment Yuezhi. Pour quelles raisons? Pour faire contrepoint à diverses incursions des populations dites barbares venant du nord, les fameux Xiongnu ou les Xiongnu, qui étaient dans une logique de guérilla, dans des régions arides et semi-arides venant du nord, des déserts de Gobi et autres, en direction du sud ou des suds, et faisant potentiellement l'union avec des populations tibétaines plutôt hostiles à la cour impériale chinoise Han. Dans cette configuration stratégique, l'empereur commande à Jiang Xian plusieurs missions de reconnaissance dans cette région du Grand Ouest de l'époque chinoise, de la province du Gansu, littéralement corridor aride, c'est le nom actuel et c'est la configuration géographique actuelle de cette province, la province du Gansu, pour ouvrir des routes, pour ouvrir des points de contact avec les populations Yuezhi, pour ouvrir le commerce en direction de l'ouest des populations Yuezhi, mais au-delà, jusqu'en Bactriane, à savoir l'actuelle Asie centrale, avec des Bactrianes, avec différentes populations. Et dans ces différentes missions diplomatiques, dans ces différentes, comment dirais-je, organisations commandées par l'empereur, Jiang Qian va consolider des postes avancés le long de ces routes, formaliser des routes le long de cette province du Gansu et au-delà, dans l'actuel Xinjiang et au-delà en Asie centrale, pour aboutir à une zone de contrôle indirect par l'Empire chinois depuis la capitale Chang'an. Et va découvrir un certain nombre de choses, notamment des chameaux, les chameaux de Bactriane, avec deux bosses, animal original, exotique s'il en est, avec lequel on peut avoir des applications dans les espaces ruraux très ouverts, différentes de ce que l'on connaît dans une Chine qui est naturellement sédentaire, de cultivateurs et d'élevage, mais relativement peu, surtout de cultivateurs céréaliers, de forte densité déjà, vont découvrir des animaux, vont découvrir des nouvelles ressources, vont découvrir des nouveaux objets et vont pouvoir proposer comme vecteur diplomatique des objets en soie. Alors des soieries pour l'habillement, pour de la décoration, ou sinon des objets artistiques comme des sortes de cadeaux, de vecteurs diplomatiques à travers cet axe en direction du Grand Ouest, jusque en Bactriane, jusque en contact avec des Sogdiens, en contact avec des Parthes, en contact avec des Bactriens. Et puis, dans ces différentes expéditions, c'est la découverte des fameux chevaux célestes. Vous avez un exemple ici sur la diapositive qui est reproduit en bronze de la dynastie Han, c'est-à-dire des chevaux célestes, des chevaux que l'on n'avait pas, dont on n'avait pas connaissance à la cour impériale, qui sont assez élancés, qui sont rapides, qui sont assez hauts sur pattes, et donc qui vont fasciner naturellement Jiang Qian, ses troupes et la cour, et rapidement il va y avoir une sorte d'élevage, une sorte d'importation et d'échange autour de cet animal nouveau et qui va largement inspirer le renouvellement de la garde martiale de l'Empire et notamment de la trajectoire artistique d'une bonne partie de la dynastie Han sur les siècles de son règne. Les fameux chevaux célestes de la vallée du Fergana. Actuellement, la vallée du Fergana est en pleine Asie centrale, comme vous le savez, qui est une région de contact. Et déjà, il y a 2000 ans, un petit peu plus, cet aspect zone de passage éphémère, de transit, était poreuse aux échanges depuis la cour impériale des Sogdiens, des Parthes et des Bactriens. Globalement, à travers ces différentes excursions diplomatiques, l'Empire chinois définissait ses relations avec le Grand Ouest. Qu'est-ce que je veux dire par là?
définissait ses relations avec ce qu'elle appelle le Grand Ouest. Encore aujourd'hui, quand on est sous l'administration Xi Jinping ou précédemment sous d'autres administrations, on parle encore du Grand Ouest pour parler des régions tibétaines, pour parler des régions ouïghours ou globalement pour définir les relations bilatérales entre Chine et Kazakhstan, entre Chine et Kyrgyzstan ou Tadjikistan. Le Grand Ouest, c'est cela. C'est des régions arides ou semi-arides. Ce sont des régions plutôt de passage, plutôt de nomades, avec un brassage de population qui sera turcophone, mais qui, à l'époque sogdien, parthe bactrien. Et plus loin encore, on rencontre des populations scythes, qui sont des populations se déplaçant à cheval ou en chameau, avec lesquelles nous avons besoin de définir une relation stratégique et à terme de contrôle des territoires et des ressources. Et c'est dès cette période-là que l'Empire chinois va définir sa politique du Grand Ouest. Donc il y a 2000 ans, une certaine continuité dans l'histoire et dans la gouvernance des territoires, que l'Empire va définir sa relation avec le Grand Ouest. Vous avez une représentation de peinture qui est datée des Tang, qui est donc naturellement très postérieure à la dynastie Han, de Jiang Qian prenant congé de l'empereur Wudi après les commandes de l'empereur Wudi pour ses expéditions, sa grande expédition en Asie centrale. Globalement, si on résume la situation, dans la fabrique du territoire de ce qu'on va appeler les populations Han, finalement sinisées, coagulées autour des ferments de civilisation que l'on pourrait qualifier de chinois, d'une langue écrite, d'un niveau de gouvernance très auto-centré, très centralisé, plutôt sur une dimension continentale que maritime, je vais définir mon environnement politique et stratégique dans une relation avec des populations vassalisées, et au-delà de ce que je connais mal ou ce que je maîtrise mal, des populations barbares, desquelles je vais me prémunir en soit faisant la guerre en construisant des postes avancés ou en construisant une frontière politique, à savoir la Grande Muraille ou la diversité des murs, des enceintes et des Grandes Murailles un petit peu partout dans le territoire impérial chinois. Et puis, je vais dans une logique de sinisation progressive et de contrôle des territoires, des populations vassalisées ou tributaires, dont à l'époque sont, à travers les routes de la soie, les Sogdiens, les Bactriens et dans une certaine mesure les Parthes. Au-delà de cela, on a les barbares, des populations barbares, avec lesquelles je n'entretiendrai pas de relation, si ce n'est soit la guerre, soit des relations de grande défiance. Et on est à partir de cela, 2000 ans, il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, sur la définition de la fabrique du territoire, sur la définition, à travers ce prise de contact des populations, sur la définition de ce que sera le fait civilisationnel chinois en relation avec son territoire. En relation avec son territoire. Et quand je franchis la partie Asie centrale, et que je me concentre non plus sur ce que l'on appellerait aujourd'hui l'Asie orientale, mais que je regarde plus exactement l'Asie centrale et la partie moyenne-orientale, je regarde dans ces mêmes époques ou un petit peu avant, des conquêtes impériales là aussi, plus ou moins éphémères, avec un flux et reflux de structuration d'empire. Ici un exemple, l'Empire achéménide, à savoir, si vous voulez, de Cyrus à Darius, les ferments d'un empire qui sera constitutif de grands monuments, piliers centraux des civilisations et du monde, notamment à Babylone, notamment à Suse, notamment Persépolis, où l'objet est de mettre en place un système administratif qui serait celui d'un empire-monde dans lequel on retrouve les ferments de Persépolis, de l'Iran, de la Perse historique. Vous avez ici un exemple de bas-relief avec les fameux corps d'élite de l'armée perse, des immortels, que l'on retrouve sur cette grande trajectoire civilisationnelle de bâtisseurs. L'Empire s'étend de l'actuelle Turquie, de la Thrace, jusque aux confins de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, des Bactrianes, aux confins des Gandharas, que l'on évoquera tout à l'heure, finalement, des points de contact à ce qui sera plus tard l'empire chinois des Han. Et puis, j'avance un petit peu dans l'histoire, avec là aussi un exemple typique d'un empire-monde très éphémère, mais qui a été constitutif du brassage des populations, y compris dans la trajectoire intellectuelle et linguistique, naturellement celui d'Alexandre le Grand, et de ses percées, de ses poussées jusqu'en Asie du Sud, jusqu'en Asie centrale, et jusqu'aux portes
jusqu'aux portes de la Chine impériale. Alors, vous avez ici un tissage de laine de facture hellénique qui a été retrouvé au Xinjiang, qui atteste, si vous voulez, naturellement des points de contact et de ces espaces qui étaient des espaces intermédiaires, qui sont actuellement la Chine de l'Ouest à travers la région du Xinjiang, dont on parle beaucoup pour la population ouïghour, mais y compris au-delà de l'actuel territoire du Xinjiang, l'actuel Kazakhstan, voire Ouzbékistan, où on a eu une diffusion à la fois des arts, une diffusion des modalités de représentation humaine et artistique sur différents supports, soit de tissage, soit de sculpture, soit y compris de pièces de monnaie ou autres, qui sont des trajectoires complètement helléniques. Donc c'est tout à fait significatif, si vous voulez, de ces zones de passage et de contact et de brassage de part et d'autre de ces axes structurant les quelques routes, soit pour faire la guerre, soit pour faire le commerce. Et puis, je regarde, je change d'échelle et je zoome sur un autre foyer de civilisation. Si on regarde notre forme de superposition des cartes et de points d'ancrage dans la fabrique des territoires et dans la fabrique des fameuses routes, ce qui viendra des routes de la soie, de la formalisation des routes de la soie, vous avez l'exemplarité d'Alexandrie d'Égypte, carrefour des routes commerciales, parce que, naturellement, ouverture sur la Méditerranée, mais y compris avec des possibilités de points de passage jusqu'en mer Rouge pour la navigation et le cabotage à travers la mer Rouge, puis aux portes de Bab el-Mandeb, ouverture en fonction des vents vers l'océan Indien, et par quasi-cabotage, en tout cas en fonction des vents en direction de l'Inde, de l'Asie du Sud, voire d'une partie de l'Afrique de l'Est. Et puis par la route, naturellement, on retrouve les villes dont on a parlé tout à l'heure, Palmyre, Antioche, Tyr, qui font cette partie orientale de la Méditerranée comme point de contact plus occidental des routes de la soie de cette époque. Quand on regarde un instantané au 1er siècle, au milieu du 1er siècle, les trois principales routes de la soie que nous retrouvons, donc les trois principales routes de la soie partant de l'Empire Han à travers au sud du Taklamakan, au nord du Taklamakan, et puis après les quelques routes qui se diffusent et qui se divisent dans la partie Kushan, dans la partie bactriane, jusqu'en Asie mineure. Un mot sur l'Empire Kushan et ce brassage de population. À l'instar de ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur ces territoires qui sont aujourd'hui partie intégrante du territoire de la République populaire de Chine, ici la province du Gansu, qui entretenait un contact intense avec la ville de Xi'an et l'Empire Han, puis les empires successifs après la dynastie Han. Vous avez le Kushan, puis l'Empire Parthe, qui étaient là aussi des zones d'intermédiarité et de grands brassages depuis la trajectoire hellénique et de réception de trajectoires extrême-orientales et chinoises. Et un mot sur l'empire des Kushans. Le mot Kushan, le nom Kushan, est issu du sanskrit. Le terme chinois sera traduit à la fois dans une proximité phonétique, mais aussi sémantique, Weishan, qui vient du sanskrit. Donc on est véritablement ici dans une trajectoire là, indo-européenne, du Kushan, qui sont des populations mélangées gréco-bactriennes et qui ont une trajectoire qui est religieuse ou de croyance, qui est également dans une forme de syncrétisme. Vous avez ici les pièces de monnaie de l'époque, et ce n'est pas sans rappeler les drachmes grecs, et notamment avec l'écriture, vous l'avez ici, et en tout cas dans les échanges de monnaie. Et c'est également quelque chose d'absolument magnifique. Alors, je ne sais pas si comme il y a le bandeau, vous voyez ma légende. Bon. Dans la trajectoire artistique du Kushan, c'est la fameuse trajectoire des Bouddhas du fameux Gandhara, cette grande région qui prend pied dans une large partie du Pakistan et de l'Afghanistan, naturellement. Dans une certaine mesure, on pourrait appeler la zone afghano-pakistanaise, qui est tristement devenue célèbre pour les questions de refugianisme, de trafic de drogue et d'armes légères. Vous avez le Gandhara et
la profusion absolument magnifique et extrêmement fine des Bouddhas, des Bodhisattvas et de toutes les formes associées de ce bouddhisme et de ces représentations des Bouddhas ou du Bouddha sur cette période-là, entre le 1er, le 2e et le 3e siècle. Alors ici, c'est un Bouddha qui fait 1,20 m, qui, vous pouvez le voir dès qu'on aura la possibilité de retourner dans les musées, au musée Guimet, qui fait à peu près 1 mètre, et qui reprend des traits artistiques, finesse artistique, à la fois dans la réalisation de l'œuvre artistique, mais y compris dans la figuration des traits helléniques. Et le couchant, et plus exactement la zone du Gandhara, entre Afghanistan actuel Afghanistan et une partie du Pakistan, donnera une profusion de ces différents Bouddhas de différentes tailles sur différents supports de pierre, ici du schisme, d'autres pierres qui sont parfois des pierres métamorphiques, donc qui ont tenu avec le temps parce qu'elles sont assez dures et sont assez résistantes à l'érosion et à l'usure du temps. Vous avez cette profusion de Bouddha dans ces mélanges de populations, dans ces points de contact, qui vient absorber ce courant bouddhique venu d'Asie du Sud, qui prend une partie des échanges venus de trajectoires artistiques et quelque part intellectuelles de l'Empire chinois, avec la tradition hellénique, par la Bactriane, par, si vous voulez, l'actuel Iran, etc. On est véritablement sur la réalisation de ce type d'objet et de culte voué dans une large partie où l'agriculture s'était sédentarisée progressivement, toujours dans des logiques de points de contact avec des caravanes passant, et donc un brassage ethno-linguistique particulièrement important. Vous retrouvez ces différents Bouddhas Gandhara, qu'on appelle trajectoire Gandhara, dans une partie de l'Afghanistan et du Pakistan, je le disais, mais font l'objet d'un trafic important d'art, puisque dans ces zones soit tribales, soit afghano-pakistanaises, vous les aviez dans les champs, sous terre, sous des éboulis, etc. Et vous aviez, selon les saisons, en fonction de la défluviation et du débordement des cours d'eau ou de phénomènes météo assez extrêmes, des sols qui sont dégagés, et donc vous avez parfois affleurant certains visages de Bouddha Gandhara, des draperies de Bouddha Gandhara qui apparaissent. Si on regarde sur la trajectoire plutôt occidentale de ces fragments de route de la soie, l'instantané ici des routes de la soie au IIe siècle, et dans le mélange des populations, un mot sur l'Empire parthe, l'Empire romain au début du IIe siècle, vous avez là aussi la circulation de ces produits. On atteste ici une soierie provenant d'un site archéologique immense, Maong Tui, de soieries chinoises, vendues comme objet, là aussi je le disais tout à l'heure, de vecteurs de diplomatie à travers les empires parthes, à travers l'empire couchant, en direction de l'empire romain, jusqu'à ce que les soies et les soieries soient jugées trop décadentes, ou en tout cas pas suffisamment adaptées pour être rejetées, et connaîtront l'issue de la trajectoire de la commercialisation de la soie en direction de l'empire romain à cette époque-là, avec une forme de fermeture et de rejet de ce produit-là dans l'Empire romain. Mais toujours est-il que, ne serait-ce que l'image de la soie, d'autres produits circulent, et dans la fabrique des empires plus ou moins éphémères, les zones de contact et les points de passage sur ces quelques grandes routes ne vont jamais faiblir. Arrive un temps de l'histoire important dans les flux et reflux de la fabrique des empires structurés par ces axes de communication que sont les routes de la soie, l'islamisation depuis la péninsule arabique et de diffusion en direction de la Méditerranée, rive sud, rive nord, et puis en direction de ce qu'on appellerait le Grand Moyen-Orient et l'Asie centrale et la Chine. Jusqu'ici, un exemple assez fort qui était un point de contact historique entre les empires chinois, couchants, bactriens, jusqu'à l'Empire romain,
et du Khorasan, j'en dirai un mot tout à l'heure, la fameuse bataille de Talas en 751, des troupes musulmanes contre les troupes chinoises qui avaient le soutien de populations locales jusqu'à un certain temps, que ces populations se sont retournées et ont donc vaincu les troupes chinoises qui ont eu un reflux et qui se sont à partir de là, dans une logique de contact avec ce grand Occident chinois, cette partie Asie centrale de la Chine, va connaître un reflux, période Tang, et va se replier et va avoir une dimension très, comment dirais-je, non seulement de défiance, mais de protection vis-à-vis de la percée et de l'islamisation depuis l'Asie centrale et finalement depuis l'Asie mineure et les foyers que seront Bagdad ou Kerbala en direction de la Chine. Ce qui n'empêche, une première forme et vague d'islamisation de population le long de ces routes de la soie, de quelques caravaniers, de quelques commerçants, jusqu'au cœur, dès cette époque, jusqu'au cœur de l'empire chinois Tang, qui eux-mêmes se diffuseront et seront des commerçants dans l'empire, jusqu'en Corée, jusqu'au Japon, jusque dans la partie méridionale de l'empire chinois, jusqu'à l'actuel Vietnam ou une partie large de l'Asie du Sud-Est, à travers des populations Hui, musulmanes, mais y compris des populations donc, qui sont actuellement Han, mais islamisées, mais y compris des populations non Han, qui sont des populations plutôt turcophones, notamment ouïghours, mais pas uniquement, qui vont durablement s'installer et être en articulation avec l'Empire chinois, qu'il soit Tang ou plus tard, qu'il soit Song, Ming, etc. Un mot rapidement dans cette partie intermédiaire. Au moment de la fin des Sassanides, avant l'islamisation, le Khorasan. Le Khorasan est notamment l'empire sassanide, avec un certain prêtre zoroastrien Sassan, qui se réclame des Perses et qui souhaite, dans une certaine mesure, un rétablissement impérial de ce que l'on a connu tout à l'heure avec les Achéménides, finalement l'empire perse de la longue durée. Reprenant les bases de ce qui avait été constitué plusieurs siècles auparavant, et notamment à travers les fameuses routes de la soie, reproduire des points de contact à la fois commerciaux entre l'Est et l'Ouest, et être un espace de transit, ce qui permettrait de structurer à la fois l'économie et à la fois l'empire sassanide. Un instantané on revient à la période Tang, donc je saute de 1 siècle et demi dans l'histoire, et du brassage de ces populations, on a cette forme de structuration dans les mélanges, malgré la bataille de Talas, malgré la défiance, malgré les rivalités que l'on pourrait dire ethno-civilisationnelles et religieuses, vous aviez le long des routes de la soie, et notamment dans l'importance de le pôle de civilisation qui va être structuré, qui va être relativement fermé et figé en termes de construction et de territoire, des territoires qui sont plus de l'intermédiarité, plus de la porosité et plus de l'ordre de l'éphémère dans les modalités de gouvernance, à partir du Xinjiang jusque dans l'actuel Iran. Donc finalement, le cœur de ce que l'on appellerait aujourd'hui l'Asie centrale et le nord du Pakistan et le Grand Ouest chinois, qui seront de formidables zones de passage parce que point de contact à la fois diplomatique, point de contact commercial, humain et linguistique entre les deux pôles de civilisation. Dans le Grand Ouest, le califat omeyyade, l'islamisation, le brassage de population à Bagdad, à Ispahan et les différents flux et reflux au sein du monde arabo-musulman. Et puis, complètement à l'Orient, l'Empire des Tang. Et cette zone-là du Xinjiang et de l'Asie centrale, notamment Sogdien, Bakrian, vous avez ici un exemple, sera véritablement cette intermédiarité, ces points de contact par lesquels vont, si vous voulez, se mélanger à la fois bouddhisme, à la fois des produits, à la fois des trajectoires artistiques, mais aussi les vecteurs divers et variés de l'islamisation. Et vous avez un exemple typique ici dans ces populations et dans les représentations, dans les figurations de ces populations, un sogdien sur un fameux chameau de Bactriane, ça nous ramène plusieurs siècles
en amont, puisque c'était la découverte par Jiang Tian, l'émissaire de l'empereur chinois, qui en ramènera un certain nombre d'ailleurs à la cour, de cette figurine donc, de période Tang, un sogdien, remanifiant, si vous voulez, l'historique et l'historicité des routes de la soie pour la cour à travers ces populations sogdiennes intermédiaires, sorte de métissage entre l'extrême-orient et l'extrême-occident, et y compris dans les animaux et dans les représentations à la fois humaines et animales. Quelques mots sur l'expansion seldjoukide, l'expansion éphémère. On est véritablement après les premières phases d'islamisation jusqu'au cœur de l'Asie centrale et de points de contact avec l'Empire chinois, la mélange de populations turcophones venues de l'Asie centrale, du nord de l'Asie centrale, et notamment des zones de points de contact particulièrement importantes qu'on appelle la Transoxiane, qui sera cette zone pour laquelle on va se battre, pour laquelle les différents empires vont faire preuve d'une grande rivalité pour le point de contrôle de cette zone de passage entre l'extrême-orient et l'extrême-occident. Le peuple turcophone d'Asie centrale, qui était dans une logique de contrôle de ce qu'on appelle le Khorasan, donc le grand Khorasan que vous avez ici, une partie de l'Iran, la quasi-totalité, sinon l'entièreté de l'Afghanistan, une ouverture sur la Caspienne, naturellement une ouverture sur le Golfe Persique et la mer d'Arabie, le grand Khorasan, jusqu'en Iran, avec l'historique Raéré, qui est l'actuel Téhéran, et jusqu'en Irak, pour avoir des fameuses grandes batailles à Manzikert, jusqu'en Asie mineure et jusqu'aux portes de l'Empire byzantin, avec la conquête au-delà de l'Irak d'une partie de l'actuelle Turquie. Les Seldjoukides seront relativement éphémères, vont rappeler différentes formes de brassage le long de ces routes et de ces points de passage de part et d'autre de la Transoxiane, notamment avec les invasions mongoles du XIIIe siècle. Et tout au long du XIIIe siècle, à partir d'une logique impériale singulière, à savoir que la réflexion sur la frontière, la réflexion sur l'appartenance à l'Empire et des valeurs de l'Empire et qu'est-ce qui fait l'Empire, sera synthétisée par une forme de conquête, la célérité, le mouvement, et notamment le mouvement de troupes, le mouvement militaire, et donc de conquête, d'offensive, succession d'offensives. Un instantané sur les différentes invasions mongoles et de la Pax mongolica jusqu'à sa dislocation. Globalement, c'est une histoire d'un siècle ou un siècle et demi, naturellement avec Gengis Khan, avec Kubilai Khan, qui vont régner pendant un siècle sur la totalité de l'empire chinois, qui prendra le nom alors de la dynastie des Yuan, de la Mongolie-Karakorum jusqu'aux frontières du Vietnam, mais également pour la partie occidentale, sur la totalité de l'Asie centrale, de la Transoxiane que nous évoquions tout à l'heure, du Khorasan jusqu'aux portes de l'Europe, jusque dans une partie médiane ou orientale de l'Europe, et des espaces de très faible densité, de steppes et de basse altitude, notamment le canal de la Hordor, mais au-delà, une partie de la Russie, de l'actuelle Ukraine. Dans cette logique de conquête systématique, qui était le ferment stratégique structurant pour l'empire ou les empires mongols, le commerce n'en était pas moins réduit, reprenant naturellement les comptoirs historiques de plus de 1000 ans maintenant, établis à travers la Transoxiane, l'Iran et la partie irakienne de ces routes-là, mais sera mis entre parenthèses par rapport aux conquêtes militaires, par rapport aux différentes offensives militaires. La chose ne dure pas, un siècle, je le disais, un siècle et demi, et la dislocation de cet empire, de cette Pax Mongolica, fera suite à l'offensive de Tamerlan, qui est quelqu'un qui est issu d'une population turco-mongole, et donc lui-même, si vous voulez, dans son identité, dans son projet politique et impérial, sera le produit de l'histoire à la fois mongole et des offensives turcophones dans la zone Asie centrale, dans la zone occidentale de la Chine et d'une partie de l'Empire mongol. Tamerlan, à partir de Samarcande, actuelle
partie de la Transoxiane, c'est-à-dire de l'Ouzbékistan, va effectuer un certain nombre de conquêtes et d'expéditions pour régner là aussi de manière relativement éphémère. C'était issu du règne de Tamerlan, pas grand-chose émerge. En plus de quoi, on est sur une transformation géopolitique majeure qui vont donner une forme de déclin progressif à la fois à la structuration des routes de la soie telles qu'on le connaissait depuis l'Empire chinois jusqu'aux rives de la Méditerranée, de la circulation et de l'échange des produits, et dans une certaine mesure du brassage des populations, parce que trop de guerres, aridité, difficultés climatiques, mais aussi et surtout, et c'est un grand tournant dans la structuration des peuplements, dans la structuration du brassage des populations et des empires structurés sur les routes de la soie, des empires occidentaux et de la navigation. Et vous avez ici un planisphère qui fait suite au tout début du XVIe siècle et qui correspond manifestement à la fin de l'âge d'or des fameuses routes de la soie et de la structuration démographique de ces routes de la soie, planisphère de Cantino, où on est sur les grandes découvertes, on est sur une nouvelle architecture navale, et on est sur des grandes découvertes à la fois de nouvelles terres, de nouvelles mers, et une maîtrise du territoire qui est tout à fait nouvelle. Empire portugais, empire espagnol, partage du monde, de part et d'autre de la ligne de Tordesillas côté Amérique, découverte et expédition sur le pourtour africain jusqu'en Asie, non plus essentiellement parce que l'on va appeler les fameuses routes de la soie, mais de plus en plus parce que l'on va nommer la route des épices ou la route des parfums par le cabotage, par la structuration d'un côté portugais des comptoirs et des colonies espagnoles pour échanger des produits avec notamment un recentrage sur l'actuelle Inde, l'Empire moghol, mais pas uniquement, mais aussi avec la cour chinoise à travers l'Asie du Sud-Est jusqu'à Macao et la percée des jésuites et l'implantation durable jésuite en Asie orientale jusqu'au Japon, avec la cour impériale chinoise qui sera Ming, puis qui sera Qing, à savoir dynastie mandchoue après. Et donc, on va avoir progressivement un abandon de la pratique de la route de la soie, de ces axes comme étant structurants dans le déploiement et dans la rivalité entre les empires, mais y compris dans le brassage des populations. Il y aura des grands mouvements de population le long des littoraux, en direction et des déplacements de population en direction de ces points, de ces ports, de ces comptoirs, et ce qui amènera une nouvelle dynamique dans le brassage des populations qui jusqu'alors étaient très concentrées sur les comptoirs intérieurs, sur ces ports intérieurs, si vous voulez, des routes de la soie, de Kashgar, de Bukhara, de Samarcande jusqu'à Bagdad, en passant par Ispahan ou Téhéran, vers Bandar Abbas, vers le sud du Pakistan, des populations qui vont migrer, qui vont s'installer durablement sur les littoraux indiens, etc., etc. Et donc, on va avoir cette bascule à la fois stratégique et géopolitique de routes essentiellement terrestres, des axes essentiellement terrestres des fameuses routes de la soie, avec les grandes découvertes, avec le développement des routes maritimes et commerciales entre l'Europe et l'Asie par l'Afrique, de la littoralisation de la démographie, déplacement des populations sur les littoraux, et finalement une mise entre parenthèses des axes des routes de la soie historiques comme on les a connus, et donc des brassages de populations. Un bond dans le temps et une forme de retour, si vous voulez, de la perception des routes de la soie comme étant magnifiées. Je crois qu'il est très important de bien comprendre de part et d'autre de ces pôles routes de la soie, que ce soit en Occident, que ce soit en extrême Occident, que ce soit en extrême Orient, la dimension magnifiée, la perception rêvée des fameuses routes de la soie. Pourquoi la fin du 19e, ou la deuxième moitié du 19e et tout le 20e sera particulièrement marquée par un retour à travers le romantisme, à travers les grandes expéditions, à travers la projection des empires, notamment occidentaux, des logiques de contrôle, d'expédition, de découverte,
et finalement de recréer des monopoles. Je pense aux Britanniques, mais pas uniquement. Et dans ce cadre-là d'expansion, de rivalité entre les empires, notamment occidentaux, principalement occidentaux, les routes de la soie vont jouer un rôle important. Vous avez ici une cartographie qui est amusante et assez éloquente. Expédition fin des années 20 de Georges Mariart et Audouin Dubreuil de Citroën, dans le centre de l'Asie, qui reprend naturellement les axes dessinés des routes de la soie depuis 2000 ans, pour rejoindre la Chine, pour rejoindre l'Extrême-Orient, qu'il soit chinois ou indo-chinois. Il en va de même aujourd'hui, côté extrême-oriental chinois, dans la redéfinition des fameuses routes de la soie et de faire revivre, de réalimenter ou de réinjecter un sens humain, économique, commercial, financier et politique dans les fameuses routes de la soie. C'est exactement le projet de Xi Jinping depuis son inauguration, en tout cas son lancement à l'université Nazarbayev au Kazakhstan en 2013. Et puis après, les fameuses routes de la soie maritime, finalement la route des parfums, la route des épices, à Jakarta, là aussi en 2013 en Indonésie. Et donc on va avoir, si vous voulez, aujourd'hui, dans des temps modernes, plus dans des temps contemporains, sinon pré-contemporains, si vous voulez, ce retour de l'histoire, ce retour du récit magnifié des fameuses routes de la soie et de la dimension mythique qui accompagne ces fameuses routes de la soie. Alors, quelques mots pour conclure sur le brassage, sur le mélange de ces populations. Je crois que puissamment le 19e siècle et le 20e siècle, autant que notre premier quart de 21e, fait des routes de la soie, et en tout cas des territoires traversés par ces axes commerciaux, historiques, d'échange de produits, de soie, mais pas que, de tous les produits, fruits, vins, produits d'habillement, objets d'application ou objets transformés, de minéraux, lapis-lazuli d'Afghanistan, etc., font puissamment le cœur d'un monde qui ne dit pas son nom, à savoir de projection de puissance et de convoitise des empires. Et c'est notamment cette logique de flux et de reflux des empires dans ce cœur du monde qui ne dit pas son nom. C'est la trajectoire du fameux grand jeu de la fin du 19e jusqu'à une bonne partie du 20e et dans une certaine mesure largement encore aujourd'hui. C'est clairement, depuis le 19e, la zone de contact, de rivalité, d'influence des différents empires, qu'ils soient occidentaux, russes, chinois ou des empires, j'allais dire, autochtones locaux, des royaumes, des tribus, des territoires organisés localement. Et puis la dislocation des empires occidentaux et la période de la guerre froide, autrement dit la décolonisation, la perte d'influence de l'Empire britannique, l'Empire français, la disparition progressive des zones d'influence privilégiées de ces nations dans la zone, va céder la place dans la guerre froide à un affrontement américain et soviétique qui va geler dans une certaine mesure les brassages de population, mais qui va aussi polariser différents types de dynamiques démographiques et de dynamiques de peuplement. D'un côté, dans une logique soviétique, avec les républiques ex-soviétiques jusqu'après 91 et toutes les populations qui bougeront, soit en Iran, soit en direction de Moscou, soit dans des migrations internationales extra-régionales. Regardons les routes aujourd'hui qu'empruntent un certain nombre de populations qui migrent depuis le Pakistan, l'Asie du Sud, l'Afghanistan, en direction de l'Europe, qui réempruntent naturellement ces axes qui ont au moins 2000 ans. Et puis, c'est naturellement, vous l'avez ici, une photo du général Dostum qui est en Afghanistan avec en toile de fond le commandant Massoud, le fameux commandant Massoud, qui lui est un ouzbek d'Afghanistan, qui est un chef de guerre et en fait qui est à la tête d'une armée dans la partie nord de l'Afghanistan, en bordure de l'Ouzbékistan, et qui avait rallié les troupes de Massoud dans la guerre soviéto-afghane des années 80, et qui continue aujourd'hui d'être un chef de guerre, en plus d'avoir des activités de contrôle de matières premières, et d'être vice-président d'Afghanistan jusqu'à l'année dernière, entre 2014, si je ne dis pas de bêtises, et jusqu'en 2020, général Dostum. Donc, qui est
largement l'incarnation, si vous voulez, de ce point de contact qui est aujourd'hui l'Afghanistan, à l'image plus largement de la zone Asie centrale, entre les empires, de rivalité entre les empires, et de ce que l'on peut faire de, comment dirais-je, de plus élaboré, de plus esthétique de Palmyre à ce que l'on peut faire entre guillemets de plus horrible aujourd'hui dans ce XXIe siècle à Daesh. Un dernier point, un dernier mot, et je vais conclure là-dessus, des fameuses nouvelles routes de la soie, le projet chinois de Xi Jinping. Il est évident qu'il y a dans cette logique de déploiement géoéconomique et géopolitique des routes de la soie initiée par le Parti communiste chinois, une tentative de reprendre pied dans une zone de convoitise, dans une zone de brassage intense, qui sera extrêmement difficile, et au regard de l'histoire rapide que j'ai évoquée, bataille de Talas, difficulté des émissaires chinois dans une zone qui est difficilement contrôlable, qui est lointaine, qui est aride, qui est quasi vide, et qui fait l'objet de toutes les subversions possibles, d'y prendre pied. Donc les fameuses routes de la soie sont d'abord et avant tout un vocable pour parler de zones d'influence, de rivalité des empires et finalement d'axes structurants qui traversent des zones vides, des zones plus ou moins peuplées et de points de contact entre des pôles de civilisation opposés. Je m'arrête, je vois qu'il est, je m'arrête là, je réponds volontiers à toutes vos questions en espérant que vous avez bien pu m'entendre tout au long de ces quelques propos, et je vous remercie beaucoup par avance pour vos différentes questions. Merci. Merci à vous pour cet exposé captivant. Alors, du coup, on va pouvoir poser toutes nos questions. Je commence à relayer les premières qui arrivent. Donc, ces routes de la soie vont amener un brassage important au plan religieux, linguistique et diplomatique. Oui. Alors, attendez, Gwen. Oui, les routes de la soie ont apporté un brassage important, linguistique, démographique, religieux, linguistique et diplomatique. Oui, attendez, c'est une question ou c'est... Oui, c'est une question. Oui, absolument. Alors, oui, merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas qui a posé, mais vous êtes très nombreux. Donc. Merci. Oui, naturellement, c'est accompagné le long de ces routes depuis 2000 ans. C'est ce qu'on a essayé de montrer à travers que ce soit les Bouddhas Gandhara, que ce soit les brassages de population et les mélanges ethno-linguistiques qui cohabitent et qui, certains sont diffus, d'autres sont installés durablement dans le temps, notamment c'est toutes les populations et langues de trajectoire indo-européenne. C'est évident que sur ces axes, que sont d'abord et avant tout des axes soit de passage d'invasion et de conquête militaire ou des axes commerciaux, on est sur des vecteurs, artistiques, on est sur des vecteurs religieux. Et quand on regarde par exemple le Gandhara, qui mélange à la fois des traditions grecques, helléniques et des traditions bouddhiques, c'est là un syncrétisme qui est extrêmement éloquent. C'est qu'un exemple. Il en va de même avec les conquêtes différentes et l'islamisation de toute la zone, de toute la région, depuis la péninsule arabique jusqu'en Chine, à travers l'actuel Iran, à travers l'actuel Afghanistan, Turkménistan, la Transoxiane, une partie de l'Ouzbékistan, à travers le Fergana, la vallée du Fergana, jusqu'au Kazakhstan et l'ouverture au Xinjiang. Il en va de même, c'est-à-dire qu'on a plusieurs courants religieux avec les différentes minorités, sunnites et chiites, le long de ces routes, organisées dans les fonds de vallée et dans toute la géographie de la zone. Voilà. Alors, la question suivante. Les nouvelles routes de la soie font-elles envisager un retournement des puissances mondiales en mettant en avant les pays de l'Asie centrale avec la Chine? Oui, merci. Je crois que j'ai fait, c'est un clin d'œil de terminer le cœur de cette histoire sur l'Afghanistan, qui est finalement un des cœurs ou une des centralités dans un espace qui a du mal à trouver une centralité. Hein. Quand on est une périphérie, c'est l'oxymore absolu de trouver de la centralité. Je crois que la centralité des difficultés de résolution à la fois de gouvernance et de conflit est synthétisée dans l'Afghanistan. Et il y avait un dicton classique qui disait « tous les empires meurent et se défont avec l'Afghanistan », en faisant la guerre en Afghanistan, en faisant la guerre à l'Afghanistan. Regardez les Britanniques, compliqué, impossible, la fameuse trajectoire du grand jeu et de la rivalité avec les Soviétiques. Regardez la période
la guerre soviétique entre 1979 et en gros 1991. Enfin, les troupes soviétiques sont retirées en 1989. C'est paradoxalement une zone de passage et une zone de flux et de reflux des empires dans le temps long, dans lesquels aucun n'a pu s'établir durablement. Et effectivement, la situation semble difficile pour parler de fixation, pour parler de modalités de gouvernance, comme l'entendraient des grandes puissances de ce monde, ou des modalités d'organisation politique que sont la Chine, que serait la Russie s'il en est, ou bien évidemment des puissances occidentales de l'OTAN ou autres. Donc oui, l'Afghanistan et plus largement la zone, aujourd'hui, plus que jamais et encore probablement demain, connaître un retour puissant d'intérêt et de convoitise des grandes puissances, et donc quid des populations et de leur réaction et de leur créativité, si je puis dire. Quid de l'organisation de cette région par rapport à ces convoitises, Et je le rappelle, ce sont des régions qui sont globalement assez vides, non pas en ressources naturelles, quoique, essentiellement des minerais et des hydrocarbures. Il y a un petit peu d'eau, mais c'est pas grand-chose. Mais essentiellement vide d'hommes, c'est-à-dire qu'on a des territoires très très vastes, plusieurs millions de kilomètres carrés, hein, quand on met tout ça bout à bout, entre les marches du Xinjiang jusqu'à l'Iran, avec finalement quelques dizaines de millions d'individus. Donc très très faible densité de peuplement. Et c'est une des raisons probablement de la difficulté de se fixer, parce que la géographie reprend toute sa place. Compte tenu du passé soviétique récent qui a été imposé dans une très grande partie de l'Asie centrale, il ne semble guère évident que ces populations aient envie de subir à nouveau l'influence d'un pays pesant comme la Chine. Quel est votre sentiment? Merci. Alors, je l'ai évoqué rapidement, il est évident que la Chine a des velléités et des logiques de convoitise dans la zone, toute la zone. C'est-à-dire de l'Asie centrale avec ses partenaires importants, hein, en Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Kyrgyzstan, jusqu'au Turkménistan naturellement et l'Iran. Je passe sur l'Irak. La Chine a naturellement beaucoup de convoitises et d'intérêts dans la zone, principalement pour des questions sécuritaires. Elle a en mémoire Talas, 751. Elle a en mémoire des mouvements djihadistes plus récents, au regard de l'histoire de la fin du XXe siècle, du début du XXIe siècle. Elle a en mémoire quelques filières djihadistes sunnites affiliées à Al-Qaïda, présentes en Afghanistan, présentes de manière résiduelle, mais potentiellement actives en Asie centrale, des pays en ce temps, et enfin au Pakistan. Le deuxième sujet est naturellement celui des ressources gazières et pétrolières. Le reste est mineur, sauf à part peut-être quelques minerais, notamment au Kazakhstan. L'essentiel réside dans l'approvisionnement et ces pays-là qui sont des zones de passage de tubes oléoducs, gazoducs. Maintenant, l'objet de la Chine est d'avoir un contrôle exacerbé en matière diplomatique, politique et d'influence des élites de cette région-là, qui ont un profil démographique, on l'a dit, assez peu peuplé, quelques dizaines de millions d'habitants, mais qui est surtout un profil démographique plutôt jeune. Et la tranche des 15-35 ans est assez importante. On a des pays relativement jeunes, pas autant que ce que l'on peut connaître sur le continent africain, mais en tout cas, des pays relativement jeunes et une démographie assez active. Dans cette mesure-là, si vous voulez, la Chine essaye d'avoir un tropisme fort dans la formation de ces jeunes, notamment dans l'octroi de bourses et dans la formation de ces jeunes sur les campus. Un exemple concret, il y a plus de 20 000 étudiants kazakhs, ce qui n'est pas rien, sur les campus chinois aujourd'hui. Sur les campus universitaires, hein, formation post-bac. Plus de 20 000. Ce n'est pas négligeable du tout, rapporté aux chiffres du pays. Donc, on a très clairement une polarisation de cette démographie, de la formation et de l'influence. L'idée est la suivante, c'est que je vais participer à former la population, je vais participer à l'influencer, à la cadrer, à mieux la connaître et qu'elle nous connaisse mieux. Et donc, entretenir une proximité plus forte avec ces pays-là et la jeunesse de ces pays-là.
La question du déploiement sécuritaire, militaire, paramilitaire, policier, parapolicier se pose également. Je parlais tout à l'heure du terrorisme et des filières djihadistes. Depuis plus de 30 ans, il est évident que la Chine a développé une coopération sécuritaire discrète, certes, mais très importante, très intense, avec la totalité des capitales et des régimes de ces pays-là. Quid de l'Afghanistan? Quid de l'Afghanistan? C'est en se reposant sur un partenariat stratégique, avec beaucoup de guillemets, avec le Pakistan, entre Pékin et le Pakistan, et la coopération sécuritaire avec les pays centrales, que Pékin souhaite, si vous voulez, aborder la question afghane pour un volet sécuritaire pur. Donc, prévenir des possibilités d'attentats, prévenir des possibilités de subversion djihadiste et entretenir un dialogue qui n'est pas celui d'un Occident guerroyant, interventionniste, mais au contraire d'un dialogue de pays en développement à pays en développement, non occidental, et à partir de là, construire la fameuse organisation régionale qui est l'OCS, qui ne vous a pas échappé, l'Organisation de coopération de Shanghai, à l'initiative de Pékin, une sorte de club des puissances nucléaires non occidentales, dans laquelle vous retrouvez la Russie, dans laquelle vous retrouvez l'Inde, dans laquelle vous retrouvez le Pakistan et la Chine. Et comme membre observateur et invité, vous retrouvez l'Iran. Les autres pays fondateurs, mais qui ne sont pas des puissances nucléaires, des pays d'Asie centrale. Donc il y a véritablement la convoitise, la vérité, une véritable stratégie et une feuille de route de Pékin dans cette région-là, et un regard très, comment dirais-je, très diversifié sur la question afghane, en parlant et en entretenant des relations avec les talibans, en entretenant des relations avec différents chefs de guerre, en entretenant des relations avec les autres pôles et relais de puissance de l'Afghanistan, naturellement une proximité avec l'Iran et le régime à Téhéran. La Chine est-elle particulièrement intéressée par les ressources minières, notamment l'uranium, qui pourrait favoriser un développement rapide de ses rêves nucléaires énergétiques? Oui, merci. Oui, alors l'uranium plutôt en Ouzbékistan, au Kazakhstan plutôt. Oui, absolument, bien sûr. Alors, elle a déjà travaillé à une forme de sanctuarisation, je l'évoquais, des hydrocarbures, du gaz et du pétrole, du gaz turkmène, du gaz de la Caspienne, un petit peu de pétrole kazakh et du sud de la Russie, dans lesquels elle a construit des tubes qui sont directement acheminés vers le Xinjiang. Donc là, les pays par lesquels passent les tubes reçoivent des devises, et ça, c'est important. Donc, c'est une capacité de gagner de l'argent quand vous êtes kazakh, quand vous êtes turkmène ou ouzbek. Ça, c'est important dans le partenariat, dans le dialogue stratégique. Pour la question des minerais, oui, l'uranium, il y en a d'autres, on peut en trouver d'autres, mais l'application, oui, pour l'uranium et le nucléaire, civil ou militaire, ou plutôt civil, il est effectivement vrai que la Chine observe ça de près et a déployé des consortiums industriels para-étatiques dans les deux pays. Là. Absolument. Alors, face à ces routes de la soie dans les premiers siècles de notre ère, quelle était la réaction en Europe? Inquiétude ou opportunité? Peut-on dire qu'il s'agissait d'un échange gagnant-gagnant à l'époque, à l'inverse donc peut-être de ce qui se prépare? Alors, excusez-moi, Gwen, est-ce que je peux vous demander juste de répéter, excusez-moi. Hein. Oui, bien sûr. Juste de Alors, répéter face à ces routes, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ouais. Face à ces routes de la soie dans les premiers siècles de notre ère, quelle était la réaction en Europe? Inquiétude ou opportunité? Peut-on dire qu'il s'agissait d'un échange gagnant-gagnant à l'époque, à l'inverse donc peut-être de ce qui se prépare? Ouais. Merci, ouais, c'est bien, excusez-moi. Oui, alors je n'y étais pas. Vous savez, non, l'issue des relations avec l'Empire romain, parce que c'est avéré qu'on a des traces archéologiques de cela, on a des écrits y compris, et que ça apparaît dans des monographies historiques côté Empire chinois, notamment sous les Han et comment dirais-je, les contributions historiques d'un certain historien qui est extrêmement important et célèbre en Chine, qui s'appelle Sima Qian, qui a fait, si vous voulez, la compilation historique des siècles qui précédaient la vie et l'œuvre de cet historien chinois. Donc l'empereur jaune, etc. Et puis les premières relations avec l'extrême Occident, donc de la Bactriane, mais jusqu'à l'Empire romain. Et on parlait déjà à cette époque-là donc de la commercialisation de la soie, mais probablement que dès les débuts, cet objet était perçu comme un peu trop exotique, si je puis dire, et peut-être même voire décadent, en tout cas était décrit comme tel à la fin des relations commerciales autour de cet objet avec l'Empire romain.
Et on était d'ores et déjà dans un partenariat commercial qui était déséquilibré, ce qui est assez rigolo au regard de l'histoire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on avait des échanges commerciaux déséquilibrés, on avait des caravanes de produits arrivant de Chine après des semaines de traversée, après des semaines d'expédition, arrivant au port de l'Empire romain jusqu'à la cour à Rome, jusqu'à la centralité de l'Empire romain. Et puis, les caravanes repartaient quasi vides parce que finalement, la Chine n'a pas véritablement changé en 2000 ans. Ils ne consommaient pas fondamentalement des produits qui venaient de l'extérieur parce que non-habitude, méfiance ou non-intérêt, typiquement sur ces types de produits. L'intérêt, et c'est pour ça que j'évoquais que l'idée des routes de la soie comme axe commercial n'est absolument pas à décorréler d'une relation stratégique entretenue ou souhaitée dans une logique de renseignement par la cour impériale chinoise. En gros, c'est, si vous voulez, Zhang Qian, qui sera le personnage le plus manifeste de ce début d'histoire, est missionné précisément pour prendre note, prendre acte et contact avec ces populations, ce qu'ils font, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se commercialisent, etc., etc. Et donc, la soie là-dedans était d'abord et avant tout, je pense, un vecteur diplomatique, un vecteur stratégique, plus qu'une fin en soi, sans faire de jeu de mots, dans une réalité commerciale. Donc oui, on peut dire que les relations étaient déjà au 1er, au 2e siècle déséquilibrées en matière commerciale, et on était davantage sur un premier point de contact entre des extrêmes, à la fois en modalité de gouvernance, de réalisation de l'empire, de fondamentaux des empires, entre Rome et Siam, entre Rome et Siam. Alors, je vais vous poser deux questions qui sont un peu plus ou moins liées. Merci pour... non, c'est pas là. Quel est l'impact de la persécution des Ouïghours par la Chine sur les interactions avec les pays à dominance musulmane de cette région du monde? Et la seconde question, comment la politique intérieure chinoise autoritaire au Tibet et au Xinjiang est-elle perçue par ses voisins que la Chine tente de séduire? Oui, très bien, merci beaucoup Gwen pour les deux questions. Merci pour les deux questions. Je réponds en 2 temps, peut-être même plus. Il est possible, Gwen, que je vous demande de me rappeler la question parce que je vais la perdre dans mon explication. Alors, la première était celle des populations ouïghours aujourd'hui et les modalités politiques de répression du régime sur les populations ouïghours, c'est ça? Ouais. Oui, tout à fait. Alors, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les Chinois, dans la définition de leur fait civilisationnel, ce qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, les Ouïghours sont des barbares, des peuples difficilement vassalisables, même si ça ne se dit pas vraiment en français. Au sens que, vous saviez, dans la trajectoire politique et humaine de l'Empire chinois, il y avait les Han. Ça, c'était dans les registres que l'on pouvait consulter après les guerres de l'opium au milieu du 19e siècle, etc., de l'Empire mandchou de Chine, qui à l'époque est bientôt défait. Il y avait les Han, le monde civilisé dans lesquels les Mandchous se sont absorbés et ont adapté leur contexte culturel, mais tout ça restait chinois, centralisé, sédentaire, peuplé, etc. Et puis, il y avait des populations avec lesquelles on va entretenir des relations de proximité qui, à terme, seront cuites. C'était les termes de l'époque. Populations cuites, qui vont entretenir avec nous des traits culturels et civilisationnels qui sont très proches, sinon qui sont les nôtres. Confucianisme, riziculture, forte densité de peuplement, associé à des activités agricoles peuplantes, c'est-à-dire la sériculture, en particulier la riziculture, et que l'on va retrouver dans une large partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie orientale, jusqu'au Japon, au nord-est, jusqu'au Vietnam, au sud. Pour les populations qui n'étaient ni des riziculteurs et qui étaient en plus de cela dans une logique de nomadisme, de déplacement et d'éleveurs, il est extrêmement compliqué dans le logiciel culturel et civilisationnel Han ou chinois par extension de considérer ces populations comme étant humaines, sinon civilisées. Et quand vous regardez les populations tibétaines, les populations mongoles ou les populations ouïghours, et je dis à chaque fois les, puisque il y a des sous-groupes et il y a des nuances dans chacun de ces groupes, vous n'avez pas du tout ces traits culturels et civilisationnels. Ce
qui va être donc très difficile pour la Chine. Et donc, on les appellera les populations crues, c'est-à-dire crues non cuites. Et à partir de là, l'Empire va avoir toutes les difficultés, des formes de défiance, de méfiance, etc., dans leurs relations et dans leur intégration au sein de l'Empire chinois, au sein du territoire chinois. Donc, on va être dans une logique de civilisation forcée, contrainte, sinon coercitive et violente. C'est ce que l'on a aujourd'hui de manière très manifeste. Hier, avec les Tibétains, quelques choses sur les droits de l'homme. Aujourd'hui, on en parle un peu plus à propos des Ouïghours. Et dans l'histoire longue, on retrouve la même chose. Soit on tourne le dos et on ne s'occupe pas et on se concentre sur le cœur du cœur de l'Empire chinois, soit on est dans une logique d'expansion et donc articulée à de la coercition en direction de ces populations-là, une civilisation forcée. Les populations ouïghours vont entretenir quelques relations par quelques réseaux de marchands avec la Chine dans le temps long, mais surtout vont entretenir des relations avec la partie occidentale de leur territoire de peuplement, de leur territoire d'évolution, c'est-à-dire en direction de la Transoxiane, en direction des autres populations turcophones, turco-mongoles, voire avec l'Asie du Sud, une partie de l'Afghanistan et du Pakistan. Pour la deuxième question, sur la réaction des populations et des pays musulmans, soit voisins de la Chine, soit qui ne sont pas voisins, il est intéressant de constater que ce sont d'abord et avant tout des pays de démocratie libérale, plutôt occidentaux, plutôt Union européenne, un petit peu Australie, un petit peu Nouvelle-Zélande, qui s'offusquent et qui prennent des positions, certes modérées, en direction du régime chinois par rapport au traitement infligé aux populations ouïghours en Chine ou à l'extérieur du territoire chinois. Les populations musulmanes, elles, ont un certain ressentiment, mais les États, que ce soit l'Arabie saoudite, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Égypte ou les républiques d'Asie centrale, ne disent pas grand-chose fondamentalement d'État à État ou au sein des organisations, au sein des Nations Unies ou d'autres organismes multilatéraux du système international. Par contre, à une échelle inférieure, à une échelle plus, comment dirais-je, par le bas, il y a de plus en plus, et c'est structuré depuis au moins 2 décennies, une forme de ressentiment à l'égard de la Chine et du régime chinois qui va nourrir certains courants de filières djihadistes en Asie centrale, qui va nourrir certaines filières de djihadistes ouïghours quittant le territoire chinois, réfugiés au Pakistan, réfugiés en Afghanistan, réfugiés, maintenant moins, mais en Ouzbékistan ou au Tadjikistan. Dans cette mesure-là, il y a eu une articulation relativement forte avec l'État islamique entre 2013, 2014 et aujourd'hui. Même si l'État islamique est non pas complètement défait, mais réduit par rapport à sa période de pleine expansion d'il y a quelques années maintenant. Il y a eu plusieurs départs de populations ouïghours du territoire chinois en direction des zones de combat, en direction de Raqqa ou autre, en direction des zones de combat entre l'Irak et la Syrie. Il y a eu des populations ouïghours extraterritoriales du territoire chinois au Kazakhstan, au Tadjikistan, qui ont rejoint les rangs djihadistes de l'État islamique dans ces années-là. Mais il y a aussi, dans la rivalité État islamique Al-Qaïda, des rangs de djihadistes ouïghours ayant, par le passé, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, rejoint les groupes Al-Qaïda. Et certains ont combattu en Afghanistan, certains ont combattu et ont rejoint les différentes filières d'Al-Qaïda, que ce soit Al-Qaïda en Asie centrale, que ce soit Al-Qaïda en Asie du Sud-Est, ou même Al-Qaïda au Moyen-Orient, jusque dans la péninsule arabique. Et donc, à partir de cela, la réponse va être quoi? Va être de la montée en puissance des organes de sécurité sur ces sujets-là de la part de la Chine, et donc un accroissement des coopérations sécuritaires très discrètes, mais réelles tout de même, de la Chine avec des pays tiers, avec l'Égypte, avec la Turquie, même si la Turquie avait été plus ou moins critique vis-à-vis de ces populations turcophones, non pas pour venir en aide à ces populations ouïghours, mais dans un projet plus grand, impérial, turcophone, de Turkestan retrouvé, si vous voulez, de Constantinople jusqu'à Urumqi, voire en mordant sur une partie turco-mongole plus au nord. Et donc, un resserrement des coopérations sécuritaires. Et vous avez comme ça
plusieurs populations ouïghours, terroristes ou non, qui ont été arrêtées dans des pays très loin de la Chine, ou un peu moins loin, mais dans l'ensemble assez loin, et qui ont été remis aux autorités chinoises. Ça a été le cas au Caire, en Égypte, ça a été le cas ces dernières années, ça a été le cas en Thaïlande ces dernières années, etc., etc. Et la coopération sécuritaire de la Chine avec tous ces pays voisins, musulmans ou non, est très structurée par ce processus-là. La Chine souhaiterait étendre son influence sur les anciennes routes de la soie. Quelle serait la puissance régionale ou internationale capable de s'opposer ou de contester cette volonté? Aucune. Les velléités chinoises trouveront leur fin dans le dossier afghan ou plus globalement dans l'Asie centrale. Quelle pourrait être la position russe vis-à-vis de cette politique chinoise? Il semble tout de même que la Russie n'a pas abdiqué son influence dans cette zone d'Asie centrale. Oui, merci. La Russie a essayé de maintenir une influence après 91 et l'implosion de l'URSS, surtout dans les pays dans lesquels ils avaient, malgré la défaite en Afghanistan après 89, en direction du Kazakhstan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, même du Turkménistan, et à travers quoi? À travers la formation des élites et à travers la décision de la mise en place des présidents et des régimes politiques dans la zone, et le maintien dans le temps des régimes politiques dans la zone. Et donc, c'est dans cette mesure-là, en plus de la langue et en plus de l'organisation, si je puis dire, des organes de sécurité, des modalités de gouvernance, c'est-à-dire des économies de rente, que la Russie a essayé de maintenir son influence. Son influence lui échappe dans la zone Asie centrale, progressivement, fin des années 90, tout au long des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, progressivement, de manière plus ou moins diffuse et accélérée, à mesure que la Chine prend de l'influence et de l'importance, notamment sur des marchés, notamment sur des grands contrats d'exploitation, d'extraction, et de la capacité démographique de la Chine à polariser les populations d'Asie centrale et elle-même à envoyer ouvriers, paysans, etc., exploitants agricoles dans ces pays-là, dans des accaparements de terre par centaines, voire milliers d'hectares, qui sont quasi vides et qui reprennent de la terre aux populations locales. Donc là, on a des risques de friction. Et je crois que ce que l'on peut retenir, c'est que la Russie, à l'image de ce qu'est la Russie aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui est très archipélisé, très éclaté entre les sphères autour de Poutine, s'il en est et qu'elle contrôle quelque chose, un PIB qui est très réduit par rapport à la grandeur du territoire et par rapport aux velléités diplomatiques et stratégiques du pays, et puis les rivalités internes entre points de pouvoir, oligarques, services de sécurité et éventuellement un petit peu militaires ou industriels. Donc l'influence lui échappe progressivement. Elle garde tout de même, parce qu'il y a une diplomatie qui est structurante et qui a une certaine solidité, elle garde une certaine influence. Mais progressivement, l'influence lui est retirée par la puissance chinoise et ça c'est un flux géographique assez nouveau finalement, de l'Asie du Sud en direction de ces anciennes routes de la soie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un dialogue qui est installé et qui va donner probablement des choses très intéressantes dans les décennies à venir, au moins la décennie à venir, entre l'Asie centrale, l'Afghanistan, l'Iran et l'Inde, entre l'Asie centrale, l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. Hein. Et donc on retrouve ce qu'on évoquait à la fin de ce propos de ce soir, une forme de convoitise et de rivalité des ex-empires ou des nouveaux empires, si je puis dire, ou en tout cas des nouveaux pôles de puissance régionaux ou extra-régionaux sur ces territoires quasi vides. Les oléoducs sont-ils les nouvelles routes de la soie? Dans une certaine mesure, ouais, absolument. Oui, c'est une sorte de route de la soie. Sauf que sur des oléoducs, vous ne faites pas courir des chameaux. Voilà. Non, naturellement, la trajectoire et le tracé des gazoducs et oléoducs depuis 20 ans dans la zone, il y en a partout, hein, enterrés ou non enterrés. Ça dépend. La plupart du temps, ils ne sont pas forcément enterrés. Hein, c'est le problème de pérennité des matériels. Et puis, la plupart sont construits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne va pas y avoir véritablement de nouveaux tracés, de nouveaux oléoducs. Sont dans une certaine mesure ces routes de la soie de la fin du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Quid de l'après-pétrole? Et donc, dans une certaine mesure, de la géopolitique de la région. On prend une dernière question, Gwen? Oui. La Chine porte-t-elle... Ah, pardon, ça a bougé.
la Chine porte-t-elle plus d'intérêt aux routes terrestres de la soie ou aux routes maritimes du collier de perles? Ouais, merci beaucoup pour cette dernière question. Je crois que quand Xi Jinping lance son idée de nouvelle route de la soie pour revitaliser une soi-disant histoire qui est multimillénaire et qui est à l'initiative de la Chine, il y était pensé que les routes terrestres pourraient redevenir demain des axes structurants de la mondialisation. Sauf que très rapidement après, Xi Jinping fait le même discours en changeant les mots et en disant que finalement les routes maritimes sont et seront les axes structurants de la mondialisation. Quelques chiffres rapidement. Les routes maritimes, c'est 80-90% du commerce mondial. C'est même plus proche de 90, voire au-dessus, que 80%. Les routes terrestres par le train, sinon par les camions. Le train, c'est pratiquement rien. C'est surtout par camion. Finalement, ça coûte moins cher et c'est plus rapide et plus mobile. C'est que quelques pourcents, 3, 4, 5%, peut-être plus pour certains pays, mais donc bien évidemment qui seraient enclavés et qui n'aient pas de bordure maritime. Et puis le reste, quelques pourcentages à peine, qui sont vraiment mineurs, quelques fret aériens. Donc l'essentiel est par la mer. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs la mondialisation, la conteneurisation de ces 40 dernières années, ou ces 20 ou 30 dernières années, ce qui est une accélération dans le temps par rapport à ce qui se faisait avec les Portugais et les Espagnols au XVe siècle, XVIe siècle surtout, par la route des parfums, par la route des épices. Donc, il y a eu probablement une vision stratégique de la part de la Chine de renouer du contact et de revitaliser des routes terrestres. Mais tactiquement, c'est une erreur, stratégiquement, c'est une erreur. C'est-à-dire que ou alors c'est un écran de fumée. Et donc, fondamentalement, les routes de la soie terrestre à travers cette Asie centrale jusqu'en Iran ne sont pas le vecteur principal. L'essentiel résidera dans l'armature portuaire, l'armature littorale. Par contre, au vu des ressources et au vu des enjeux sécuritaires et politiques, ces zones des anciennes routes terrestres restent cruciales. Donc, on a cette forme d'ambivalence, mais attention à ce que l'on utilise comme terme en termes de transport terrestre, transport maritime. Voilà. Merci beaucoup. On Merci. va arrêter là les questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Gwen, pour faire merci beaucoup. On va se permettre de vous envoyer un questionnaire de satisfaction dans les heures qui suivent. Si vous voulez bien prendre le temps d'y répondre, ça ne dure que quelques minutes et puis c'est important pour nous pour qu'on progresse toujours. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous demander le programme détaillé de notre cinquantenaire, donc, qui, je le rappelle, est consacré aux routes de la soie. Chose très importante, la prochaine conférence sur les routes de la soie qui aura lieu le lundi 15 mars à 18h30, donc même heure, mais pas même jour, avec Arnaud Bertrand et qui aura pour thème « Naissance d'un impérialisme chinois ». Donc voilà, vous recevrez, comme pour cette conférence, un emailing et il suffira de vous inscrire pour recevoir le lien de connexion. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé. Merci Emmanuel Véron. Merci beaucoup. Vraiment, merci à vous, merci à tous. Merci à tous les explorateurs. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir.